La Coupe du Monde 2026 vient de se terminer sur une victoire logique de l'Espagne qui est la meilleure sélection depuis l'Euro 2024 et qui a très largement mérité cette victoire et cette deuxième étoile car leur parcours en phase d'élimination directe notamment a été monstrueux. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais faire mon 11 type de cette Coupe du Monde 2026 et donc donner les 11 joueurs qui ont selon moi été les meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Et pour mon système, j'ai choisi un 4-2-3-1 avec 2 milieux relayeurs et un numéro 10. Très classique, mais c'était pour moi le meilleur système pour avoir le plus de joueurs qui étaient cohérents et qui étaient les meilleurs joueurs de ce tournoi selon moi. Juste avant de commencer la vidéo les mecs, n'hésitez pas à aller checker mes comptes Instagram et TikTok où je vais mettre des petits shorts, des petites vidéos un peu différentes de ce que je peux mettre sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, ça me ferait plaisir, ça donnerait de la force, ça permettra un peu à la chaîne de monter. Je vous mets les liens en description et je vous mets les noms juste ici à l'écran. Bonne vidéo. On va commencer tout de suite avec le poste de gardien et j'ai évidemment mis Unai Simon, qui d'autre que lui, qui n'a encaissé qu'un seul but sur toute la compétition et qui a permis à l'Espagne de jouer son jeu de possession haute très sereinement, avec ses sorties millimétrées, son excellent timing, ainsi que son très bon jeu au pied, que ce soit court ou long, donc vraiment il a été très bon et il mérite largement cette place. Au poste de latéral gauche maintenant, un autre joueur qui a permis, grâce à sa qualité technique et à son contrôle de couloir, d'asseoir la domination de l'Espagne, c'est bien Marc Cucurella. Le nouveau joueur du Real a été quasiment impassable avec une qualité d'anticipation et une bonne agressivité dans chaque duel disputé, mais également il a été indispensable de par son activité constante, lui qui a été l'un des 3 joueurs avec le plus de sprints réalisés sur tout le mondial. Ses courses ont également été visibles du côté offensif, car il a été dans le top 5 des joueurs ayant fait le plus d'appels sur tout le tournoi. Bref, c'est une compétition dont il va se souvenir et qui solidifie son statut de l'un des tout meilleurs arrières latéraux du monde, qui va faire énormément de bien à Madrid l'année prochaine, car comme je l'ai dit, il rejoindra le Madrid pour la saison 2026-2027. On passe maintenant au premier joueur qui forme ma charnière centrale, et c'est également le premier joueur français de mon 11 type, qui était selon moi et pour beaucoup l'un des 2 meilleurs joueurs des Bleus dans ce mondial, c'est évidemment Dayot Upamecano. Alors Upamecano il a été monstrueux, notamment pour couvrir la profondeur qui était évidemment inhérente au jeu très offensif des Bleus, mais également pour jouer des 1 contre 1 face aux attaquants adverses. Il a par exemple été le joueur de tout le mondial ayant gagné le plus de possessions et réalisé le plus d'interceptions de balles adverses, symbole de sa domination absolue sur les attaquants adverses et de son rôle crucial dans le dernier système de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Pour l'accompagner, j'ai évidemment choisi celui qui a logiquement été élu meilleur jeune de la Coupe du Monde, c'est Pau Cubarsí. Il aura également été l'un des joueurs à l'image d'Upamecano avec le plus d'actions défensives de tout le tournoi, mais son apport va au-delà des actions défensives. Il a été exceptionnel dans l'anticipation, la gestion de la profondeur ou encore la progression vers l'avant balle au pied, car il a notamment été top 3 des joueurs qui ont gagné le plus de mètres balle au pied de tout le tournoi. Sa capacité à casser des lignes par la passe s'est également fait remarquer et a été crucial pour le jeu de possession haute de l'Espagne. Pour compléter la défense, Pedro Porro vient occuper mon poste de latéral droit. À l'image de son penchant du côté gauche, Porro a affiché un très haut niveau des deux côtés du terrain et a eu des images très marquantes, telles que le but du 2-0 en demi-finale contre l'équipe de France ou encore son but face à l'Autriche en 16e de finale, qui font ressortir évidemment son mondial au-delà juste du niveau affiché des deux côtés du terrain comme je l'ai évoqué au début. On passe désormais au milieu de terrain et on commence avec l'évidence la plus absolue de ce 11, qui est Rodri, qui a été élu meilleur joueur du tournoi, encore une fois de manière très logique. Le Ballon d'Or 2024 a simplement écrasé les entrejeux adverses de par sa domination balle au pied, son contrôle du tempo, sa présence défensive constante et insupportable lorsqu'il joue contre votre équipe, on va être honnête, contre la France c'est insupportable. Il a également été le joueur avec le plus de passes reçues sous pression et le joueur le plus ciblé par les pressings adverses, mais il a toujours gardé la main mise, notamment sur les 5 rencontres à élimination directe. Il a gardé la main mise sur le tempo du jeu comme je l'ai dit, sur l'entrejeu, sur le milieu de terrain, il a été exceptionnel. Donc voilà, des performances exceptionnelles pour un joueur qui l'est tout autant, qui vient évidemment de sauver sa saison de club qui était très décevante et qui était même inquiétante du côté de Manchester City. Pour former mon double pivot aux côtés de Rodri, j'ai choisi Jude Bellingham, qui a été le meilleur joueur anglais de ce mondial selon moi. Alors il a effectivement joué plus haut devant Anderson et Rice, un peu en tant que numéro 10 milieu offensif, mais sa phase d'élimination directe m'oblige à le mettre dans un entrejeu très offensif avec le prochain joueur que je vais citer juste après. Bellingham a donc été l'homme providentiel de l'Angleterre, avec 2 doublés consécutifs en quart et 8e de finale dans des matchs très compliqués contre le Mexique et la Norvège. Il aura également été l'auteur d'une passe décisive très importante pour l'ouverture du score face à l'Argentine. Malheureusement, le résultat du match final n'aura pas été de son côté. Son énorme activité et efficacité des deux côtés du terrain a montré pourquoi on a de telles attentes pour ce joueur qui doit absolument redevenir un acteur majeur du football européen, comme en 2024 notamment avec Madrid. Pour finir ce 4-2-3-1, j'ai choisi Dani Olmo en tant que numéro 10. Comme lors de l'Euro 2024, il s'est transcendé avec sa sélection et a été très performant au poste de milieu offensif pour son équipe. Avec son jeu en une touche, ses passes cachées, sa projection vers l'avant, il a montré toute sa qualité. Il a également été crucial au contre-pressing de la Rora, avec plus de 300 pressions sur les joueurs adverses au cours du mondial, leader parmi tous les joueurs de la compétition. Au poste d'ailier droit maintenant et comme premier joueur de mon trio d'attaque, j'ai évidemment mis Lionel Messi. À 39 ans, il a été exceptionnel pour sa sélection et a encore marqué les esprits par des buts et des passes décisives dans des moments forts, tels que ses 20 dernières minutes et ses 2 passes D contre l'Angleterre pour renvoyer l'Albiceleste en finale pour une 2e fois consécutive. Sa compétition se termine malheureusement sur une finale ratée, individuellement comme collectivement, mais elle n'enlève rien à son parcours qui était celui du joueur le plus dangereux balle au pied, avec le plus d'occasions créées par ses conduites de balle tout simplement exceptionnelles. Pour mon numéro 9, j'ai choisi Erling Haaland.
Beaucoup pourraient mettre Kane, mais l'impression visuelle laissée par Haaland dans une équipe bien moins forte que l'Angleterre prend le pas selon moi sur Harry Kane. Le Norvégien a marqué à jamais l'histoire de son pays, en les ramenant pour la première fois en quart de finale de la Coupe du Monde, et en éliminant le Brésil, l'équipe la plus titrée de ce tournoi, dans un match qu'il a liquidé à lui tout seul, par une efficacité remarquable et 2 buts qui marqueront l'histoire de la compétition sans aucun doute. Il termine ce tournoi avec 7 buts en 5 matchs, et place, enfin, et à nouveau la Norvège sur la carte du football mondial. Désormais, pour finir mon attaque et pour conclure ce 11 type, j'ai évidemment choisi Kylian Mbappé en position d'ailier gauche. Encore une fois, le numéro 10 français aurait été l'un des acteurs majeurs d'une Coupe du Monde et finit, grâce à ses 10 buts, non seulement comme le meilleur buteur du tournoi, mais également comme le meilleur buteur de son histoire. Bien que cette demi-finale soit ironiquement son plus mauvais résultat jusqu'ici, il aurait été l'homme providentiel des Bleus, en ouvrant le score sur 5 des 7 matchs disputés. Cette défaite contre l'Espagne a été frustrante pour lui, car il n'a pas beaucoup pu se montrer et l'équipe a été dominée, mais sa mentalité au cours du tournoi, son leadership et son implication défensive bien plus importante que toutes ses années en club et toutes ses années en sélection précédentes, laissent entrevoir de très belles choses, surtout avec le futur sélectionneur en approche. Voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur mon 11, dire ce que vous aurez changé, qui vous auriez rajouté, qui vous préférez à certains postes, bref, dites-moi votre avis, ça m'intéresse en commentaire. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, salut les mecs, que Dieu vous bénisse.